C'est un profil différent que ce qu'il n'y a pas Anderlecht, mais moi, je voulais juste revenir sur le débat avec Chiari et Mario Stroken juste avant. Pour moi, en fait, Anderlecht doit faire jouer un des deux. Et vu que Chiari est maintenant revenu de blessure, Mario il aurait peut-être dû le prêter en janvier, comme disait Vincent, parce que... François, pardon. pas de souci. Les ballons sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Quel plaisir, bien sûr, de vous retrouver dans une émission qui va aborder beaucoup de choses. On va revenir là sur la Jupiler Pro League. On en a parlé énormément. Vous allez voir, on va faire une grosse spécificité sur pas mal de sujets. Il y aura du Anderlecht, il y aura du Standard, il y aura du RWDM et évidemment en préambule la CAN. Et on va revenir sur tous les petites bilans évidemment de cette compétition. Mais juste avant, on va vous demander le petit like. Allez, on va liker cette émission. Évidemment, c'est important. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas au Clubhouse Football Time, c'est important. Évidemment, à mes côtés, eh bien, il y a en face de moi le grand Xavier Izzi. Comment ça va, Xavier? Ça va pas mal, toi, ça va? On dit pas souvent ton nom de famille. Non, c'est vrai, tu le dis très rarement. C'est italien, voilà. Izzi. Ouais. Ça s'écrit comment? Pardon? Ça s'écrit comment? Izzi? Non, I2ZI. Simple. Easy. Easy. Voilà, Easy. Voilà. Easy à dire. Easy. Très très bien. Lui c'est plutôt 4000 Easy puisque originaire de la région de Liège. Et à côté, bien sûr, nous avons notre invité. Il a déjà parlé, donc il faut anticiper. Évidemment, il est là. Et oui, il veut se montrer. C'est très important. Désolé. Mon François Compagnie, comment ça va, mon François? Bien, toi, ça se passe? Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être là. C'est un bonheur. À chaque fois qu'on te sollicite, tu réponds toujours, je dirais par l'affirmative. C'est un bonheur. Merci beaucoup de nous, d'être là. Non, mais c'est toujours un plaisir, même si je prends beaucoup de temps pour répondre aux messages, mais c'est toujours un plaisir. Ça, c'est parce que tu as une vie de famille absolument incroyable. Hein. Tu es certainement le papa le plus gâteau de la Belgique. Ouais, c'est le bordel à la maison. Ouais, ça doit forcément être pas facile, hein, parce que tu es joueur aujourd'hui du côté de Lokeren. Et d'allier comme ça la vie de famille et la vie de joueur, sachant que tu avais quand même auparavant aussi des activités dans le milieu du football, etc. Comment tu répartis un peu ton temps? Comment tu parviens à répartir ton temps entre le business, le rôle qui est le tien de joueur et le rôle de père qui te tient tellement à cœur? On va dire que je fais tout ce qui est business en voiture quasiment. Je suis beaucoup sur la route. Aller déposer les enfants le matin à l'école, les rechercher, puis le soir partir au foot. Donc, on va dire 3/4 du temps, je suis un peu en mode taxi. Ben oui, voilà, c'est déjà ça. Hein. Voilà. C'est déjà ça, c'est bien, c'est important. À côté, évidemment, mon QTN SLN international préféré. Quentin, comment ça va? Ça va, la forme, hein. On est là pour parler de Jupiler Pro League, on va parler de la CAN, on va parler de football, donc... T'étais dans les stades, hein? Dans les stades, samedi au Standard et dimanche à Charleroi. Ouais, ça va être sympa. Et justement, on va démarrer tout de suite, messieurs, avec une séquence qu'on va un petit peu procéder anticipativement cette fois-ci. Je ne sais pas si vous voyez un problème à ça. Le crack, la fraude, bien sûr, on rentre directement avec les bilans qu'on peut faire, débriefer cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été ô combien intéressante. Premier avis très clair, le joueur qui vous a le plus impressionné, Quentin. Ouais, j'ai bien aimé un ancien unioniste, Simon Adingra. J'ai vraiment bien aimé ce qu'il a apporté avec la Côte d'Ivoire, surtout lors des derniers matchs. Tu voyais qu'il arrivait à percuter, à mettre cette accélération et tout, se donner ce petit plus. J'aimais vraiment bien et c'est ce qui a notamment pu faire la différence. Simon Adingra qui, en fait, au départ, on a vu beaucoup de Brighton, en tout cas concernant Simon Adingra, beaucoup d'images sur les réseaux sociaux mises en avant par le club anglais pour dire regardez, notre joueur est exceptionnel. Une petite information quand même, c'est important. Il ne voulait pas qu'il participe à la CAN, prétextant une blessure. Okay. Et le staff de la fédération ivoirienne a demandé expressément à Simon Adingra qui vienne quand même pour faire les tests médicaux. Au final, il n'en a rien été. Et donc, en fait, je pense que Brighton ne voyait pas vraiment ils voulaient garder leurs joueurs, quoi. Ils voulaient garder leurs joueurs. Et finalement, grand bien a fait de la fédération ivoirienne et du staff médical, finalement, de pouvoir le ramener. Comme quoi, ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Un joueur qui t'a impressionné durant cette compétition, François? Attends de me poser la question en premier, parce qu'il a tout dit. Il a tout dit, non. Déjà, moi, ce joueur-là m'avait impressionné lors de son passage à l'Union. J'en avais même parlé à Vincent en disant, il faut que tu regardes, il y a un petit joueur là, à l'Union qui est chaud. Mais bon, les joueurs de Brighton coûtent très cher. Oui. Donc, ça, c'était sa réponse. Il m'a dit, ça, c'est inachetable pour nous. Et simplement, il a confirmé ce que j'avais vu ici en Belgique. Mais après, il faut aller le faire là-bas, en Coupe d'Afrique, dans la phase finale, d'un stade rempli. Hormis le fait,
tout un peuple qui est derrière toi, donc la pression est folle. Je pense que c'est une pression que tu ne retrouves qu'en Afrique. Et en Amérique du Sud, la pression que les supporters peuvent te mettre, c'est l'équipe qui gagne, le pays va bien, et les guerres s'arrêtent. Comme il y a de ça, je sais pas combien d'années avec Didier Drogba, qui avait fait arrêter une guerre avec l'équipe nationale. C'était incroyable. 2006. Ouais, donc pour te dire comment le foot est important là-bas, dans ces pays-là, donc la pression n'est que plus grande. Et savoir faire ce qu'il a fait lors de la finale, pour moi, ça prouve que c'est un grand joueur avec un mental costaud. Et très impressionnant, effectivement, Simon Adingra, qui fait pas vraiment partie du profil type, et comme quoi il faut faire très attention avec les clichés sur les joueurs africains, parce qu'il fait pas partie du profil type du joueur ivoirien. Petit, frêle, très très bon techniquement également. Quelle patte sur le but l'égalisation de Franck Kessié lors de la finale, incroyable. La façon dont il arrive à lécher ce ballon, c'est aussi un très très beau joueur, techniquement très propre, quoi. Ouais, mais après t'as des très bonnes écoles de foot là-bas en Côte d'Ivoire, surtout des années dans le passé, Aruna Dindan. C'était exceptionnel de le voir jouer. Ouais, c'est ce style de joueur-là. Et le problème, c'est comme tu as dit, en Afrique, ils aiment bien coller des étiquettes sur le Nigérian, il est rapide et puissant, le Ghanéen, il est puissant, c'est là, alors que non. Va même voir au Mali, la qualité des entraînements chez les jeunes, ça se tape avec l'Europe. Hein. Ouais. Xavier, un joueur qui t'a impressionné durant cette compétition? Bah moi, je voulais prendre un joueur que je pense que personne n'allait en parler. C'est pour ça que j'ai été chercher un joueur au Cap-Vert. Super. C'est un défenseur, c'est Logan Costa, qui joue à Toulouse, donc en Ligue 1. Donc il joue pas dans un club méconnu non plus, mais je trouve qu'il a été fort propre dans ses relances. Il a quand même plus ou moins 85% de passes réussies. Donc pour un défenseur, c'est propre. Il fait quasiment aucune faute. Enfin, il fait genre 0,4 fautes par match, donc il est quand même propre dans ses interventions aussi. Je pense qu'il fait 4 ou 5 dégagements par match également. Donc on voit qu'il est quand même là présent au duel, il réussit ses relances, il fait pas trop de fautes, donc je trouve que mettre en avant un joueur du Cap-Vert, c'était intéressant aussi. Logan Costa, hyper intéressant. Titulaire à Toulouse. Et titulaire à Toulouse, qu'on retrouvera d'ailleurs dans les compétitions européennes. Donc un joueur qui s'est bien mis en avant durant cette compétition, mais qui va encore se mettre encore plus en avant sur le plan européen. Ouais. Ça fait partie aussi des surprises, le Cap-Vert. Hein. Franchement, est-ce que vous attendiez à voir une CAN aussi surprenante, par exemple, Xavier? Toi, tu t'y attendais? Pas forcément. Après, ça a été aussi la preuve que maintenant, tout le football mondial devient de plus en plus homogène et qu'il n'y a plus forcément de petites équipes. En fait, comme en Europe où tout le monde se vaut plus ou moins. Et c'était intéressant de voir que c'était la même chose aussi en Afrique. Qu'est-ce que cette compétition nous a appris, in fine? On a appris quoi de cette CAN? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Parce que c'est important quand on fait le bilan de se dire, OK, maintenant on va sortir la quintessence de ce qu'on a vu, de tous des événements, parce que c'était vraiment le divertissement, hein, du début à la fin, on s'est marré, et en plus de ça, parfois il y avait des images absolument folles. C'était le spectacle total. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre en dehors du divertississement de cette compétition? Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur notre vision peut-être du football, Xavier? Vraiment, comme je l'ai dit, en fait, je trouve que il n'y a plus vraiment de petits pays. Quand tu regardes tous les scores de la CAN, je crois qu'il n'y a eu aucune grosse gifle. Je crois qu'il n'y a jamais eu de 4-0 ou de 5-0. Alors qu'on se dit que peut-être des pays comme la Tanzanie, la Namibie ou quoi, on se dit c'est le Saint-Marin de l'Europe ou autre. Et au final, ils ont quand même fait jeu égal avec plus ou moins tout dans leur phase de groupe ou à leur huitième. Donc c'est vraiment ça, je trouve que maintenant, tous les pays se valent, même si à la fin, on a quand même vu sur le dernier carré 3 grosses nations sur 4, mais au final, tout le monde est capable de rivaliser avec tout le monde, et ça qui est important. Qui est la 4e alors? Bah je pense, le Congo la RDC est un petit peu... Non, elle fait partie des... mais pour moi, elle fait partie quand même des grosses nations, mais t'as Côte d'Ivoire, Nigeria, Congo est la 4e demi-finaliste, c'était l'Afrique du Sud, toi. Je pense que l'Afrique du Sud aussi. Ouais, peut-être avec l'Afrique du Sud, la RDC, mais c'est deux pays un peu en dessous du Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour moi, mais c'est pas non plus des petits pays non plus, tu vois ce que je veux dire, ils sont vraiment entre les deux, et je pense que peut-être la prochaine CAN, il faudra faire attention à eux. T'es d'accord sur ça, François, l'homogénéité des équipes qui va créer une espèce d'équilibre dans les rencontres? Ouais, moi je suis à ce niveau-là, je suis d'accord, et ça rend aussi la compétition plus intéressante. Que là, tous les favoris qu'on nous annonçait, l'Algérie, tout ça, sont sortis parmi les premières équipes, et je pense que ça fait aussi la beauté de ce tournoi. C'est qu'il n'y a pas de favoris. Tu n'as plus de favoris. Que toi, tu aurais même misé que l'Afrique du Sud elle finisse dans le top 4. Quand tu regardes les grosses équipes qui sont tombées avant ça. Ouais. Je pense pas.
Moi, tu m'aurais demandé avant la Coupe du Monde, avant la Coupe d'Afrique, tu m'aurais demandé quelles équipes tu vois parmi les 4 finalistes. Je t'aurais dit toujours les mêmes équipes, Maroc, Sénégal, Algérie, Égypte. Ouais, bah ouais. Et aucune de ces équipes-là a dépassé le stade des quarts de finale. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a aussi une chose que peut-être on peut faire le parallèle, parce que beaucoup, évidemment, ont tendance à comparer. C'est fou le prisme aussi qu'on peut avoir, par exemple, en Belgique. Moi qui ai l'habitude de travailler à l'étranger, de cette Coupe d'Afrique des Nations, auquel on n'apporte pas nécessairement un grand intérêt, alors que, par exemple, chez nos confrères français, en Suisse, ailleurs, il y a beaucoup plus de respect sur la compétition et sur la façon dont il faut la concevoir. Qu'est-ce qui manque encore, selon toi, Quentin, à cette Coupe d'Afrique des Nations pour être un petit peu, je dirais, assimilable à un euro dans l'œil européen? Qu'est-ce qu'il faut? Ou est-ce que c'est de la mauvaise foi? Explique-moi un peu. Non, pour moi, ce qu'il faut, si tu veux que ce soit un peu à l'échelle de l'euro, c'est ne pas jouer quand les championnats nationaux qui se jouent. Donc, parce que clairement, on peut pas être partout en même temps. Donc, on va dire, tu vas regarder ton équipe qui joue le week-end, ou tu vas regarder le championnat sur lequel tu suis le plus souvent, tu aimes bien suivre les infos, regarder ce que les rivaux de ton équipe font aussi. Mais s'il y a un match en Coupe d'Afrique des Nations en même temps, tu sais pas regarder ce match. Alors qu'à l'Euro, t'as que ça. T'as que l'Euro. T'as l'Euro à 14h, t'as l'Euro à 17h, t'as l'Euro à 21h. Si t'as que ça avec la Coupe d'Afrique des Nations, les amoureux du football, ils vont se dire, ouais, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a le match de la Coupe d'Ivoire. Ouais, je vais regarder. Oh, j'ai bien aimé ce match-là, je vais regarder le suivant. Tandis que, là, mais alors, il faudrait pas le mettre au même moment que l'Euro, si je te suis. Non, il faut pas les jouer en l'Euro. Tu dois les mettre à un moment où il y a que ça qui joue. Ok. Pour moi, il y a un moment où il y a que ça qui joue, et donc il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser aux équipes africaines à ce moment-là. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Le problème de temps en temps, c'est évidemment le climat, la température, bien sûr, le climat. c'est ça qui ne sera pas évident. Mais non, je pense que c'est même pas. non Je pense que c'est surtout la FIFA. Je pense qu'il veut pas donner c'est la FIFA qui décide des dates. Hein. C'est la FIFA qui décide des dates, et que tu le veux ou pas. La Coupe du Monde au Qatar, même si c'était en janvier, il faisait aussi des 35 degrés. Hein. Et ils ont stoppé les championnats et tout. Voilà, donc c'est ça, malheureusement, c'est la priorité qu'on ne donne pas au continent africain. Et je pense même l'Asie aussi, ils ont joué en même temps. La Coupe d'Asie, ouais, exactement. Déjà, c'est déjà bizarre que l'Asie et l'Afrique jouent en même temps, et que aucun championnat s'arrête, sauf en Asie et en Afrique. Que c'est un manque de respect. Ça fait un problème. Parce que tu me dises limite que les championnats européens continuent malgré la Coupe d'Asie, parce que combien de joueurs asiatiques jouent en Europe? Pas beaucoup. Non. Mais quand tu regardes l'impact... De plus en plus, par contre. Ouais, mais de plus en plus, à Saint-Tron, ouais. mais non, mais t'exagères. Non, mais je rigole, mais je veux dire, mais quand tu regardes l'impact que ça a sur les clubs, la Coupe d'Afrique, et aussi sur le joueur lui-même, parce qu'il y a certains clubs qui ne signent pas des joueurs à cause de cette situation-là. Ils savent que pendant 2-3 mois, ils vont devoir se passer de peut-être un des joueurs clés, et qui vont continuer à payer. C'est problématique. Et même certains clubs, tu as donné le cas d'Adingra, que Brighton a voulu essayer de faire passer une blessure pour que le joueur reste. Mais à certains autres clubs, c'est cash. Ils te disent, si tu pars en Coupe d'Afrique, tu ne rejoueras pas. Moi, j'ai un ami à moi qui a connu ça à l'Antwerp, qui est parti avec le Congo en Coupe d'Afrique. On lui a dit avant, il était titulaire indiscutable, avant qu'il parte, on a dit, si tu pars, tu ne joueras plus. On peut parler également du cas de Bono, le gardien du Maroc. C'est très intéressant ce que tu racontes. Bono, le gardien du Maroc, était au FC Séville. Il devait être transféré en janvier au Real Madrid pour pallier à une blessure. Je sais pas si c'était celle de Thibaut Courtois ou pas. Je vais pas m'avancer par rapport à ça, mais l'information, elle est correcte. Il a décidé d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Real Madrid a complètement fait un pas dessus en disant, tu vas au Real Madrid, ça doit être considéré comme ta priorité. Si tu décides d'aller à la CAN avec le Maroc, eh bien tout simplement tu ne participeras pas, en tout cas tu ne rejoindras pas la Casablanca. Donc voilà, t'as raison. Il y a aussi cette importance. Moi je trouve que c'est honteux du club, mais après c'est aussi compréhensible. C'est pas, ils te payent des millions par ces joueurs sont des investissements. C'est vraiment des investissements financiers. Que tu te dis, moi je serais président, je peux comprendre de me dire, pendant 3 mois je vais payer un salaire, le mec va peut-être toucher 1 million par mois. Donc 3 millions je vais payer pour le joueur qui sera pas chez moi. J'ai aucun contrôle sur ce qui se passe là-bas. Il peut revenir blessé. Je comprends, ça fait mal à dire, mais je comprends un peu le point de vue des clubs. Et le problème se trouve auprès de la FIFA. Il faut trouver une solution que ça peut pas être possible que encore aujourd'hui, sachant le nombre d'Africains, on va dire 90% des Africains en cette Coupe d'Afrique jouent en Europe ou dans d'autres championnats, que ces joueurs-là doivent faire un choix. Que tu ne devrais pas faire un choix entre l'équipe nationale et le club.
Alors, on va revenir sur le destin absolument incroyable de la de la Côte d'Ivoire, parce que c'est absolument fantastique, avec une question hyper importante que je vais vous poser et sur lequel j'espère on aura un beau débat, parce que ça vaut vraiment le coup, parce que voilà, la Côte d'Ivoire a tout simplement écrit l'histoire du football. Je vais vous raconter un peu tout ce déroulé. Si vous n'avez pas suivi la Coupe d'Afrique des Nations, eh ben c'est intéressant effectivement de vous attarder sur les prochains mots que je vais donner. La Côte d'Ivoire, pour démarrer, en tout cas en phase de groupe, a été victime, en tout cas a vécu la deuxième plus grosse défaite de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée équatoriale, battue 4-0. Il a fallu donc un match nul du Ghana et une victoire du Maroc pour les qualifier. Ils étaient donc parmi les meilleurs troisièmes. Ensuite, il y a eu forcément ce huitième de finale face au Sénégal, où ils ont été menés par un but d'Habib Diallo. Après 3 minutes seulement, la Côte d'Ivoire a égalisé à la 86e minute et a gagné au tir au but. Lors de la quart de finale, ils sont à 10-11 à partir de la 43e minute. Le Mali marque et donc forcément fait la différence à la 71e. Mais Simon Adingra, justement, dont on parlait, égalise à la 90e minute. Et Diakité offre la victoire à la 122e minute, donc pendant les prolongations. Ensuite arrive forcément ce match face au Congo et le premier but d'un homme qui évidemment est plus qu'un revenant, Sébastien Haller, qui va qualifier la Côte d'Ivoire en finale, et puis cette fameuse victoire finale face au Nigeria après avoir été mené 1-0. La question, elle est très simple maintenant. Est-ce que c'est le plus grand comeback de l'histoire du football de sélection? Quentin? Moi, ça me fait penser, il y a pas longtemps, un peu la même chose d'un point de vue européen. En 2016, à l'Euro, le Portugal, qui dans son groupe termine 3e avec que des matchs nuls, aucune victoire dans son groupe. Et puis au final, la France à la finale de l'Euro, notamment avec un but d'Eder, qui on connaît après toute l'histoire, qui joue en France, s'est fait décrier et tout. Mais c'est un peu cette équipe qui, en poule, est passée vraiment par le chat de l'aiguille et qui au final, à la fin, soulève le trophée. Et aussi avec un but il y a le poteau de Gignac et puis après il y a le goal d'Eder. Donc c'est beau, c'est comme quoi tout est possible et tout n'est jamais rien fini. Car là, la Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas leur sort entre leurs mains. Et au final, c'est eux qui soulèvent le trophée. Oui, puis il y a toute une spiritualité. Oui, il y a toute une spiritualité. Mais c'est ça, c'est comme avec le Portugal, où ils avaient jamais gagné en phase de poule, alors qu'ils n'avaient pas une poule incroyable à l'Euro 2016. Et au final, ils battent la France qui est à la maison et tout. Donc, c'est clairement ça. Et ça, on en revient aussi. Avec le championnat africain, tout est possible. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est l'amour, parce qu'on en voyait. Après le 4-0, c'était le fiasco total. C'était au pays, la CAN au pays, l'équipe du pays qui fait vraiment une catastrophe. Ouais. Et au final, ils sont mobilisés et ils ont gagné. Donc, c'est beau, quoi. Simon Adingra disait en zone de presse après la victoire face au Sénégal, on est déjà mort une fois, on peut pas mourir deux fois, on est ressuscité. Il a été au bout. Ah, mais c'est beau en plus ce qu'il a dit, hein. Donc, honnêtement, on dirait limite un film. Si tu regardais ça à la TV, tu vas dire non, le scénario il a abusé. Ouais. Non, le scénario il a abusé. C'est comme le scénario de Gaulle, c'est trop beau pour être vrai. Je regarderais ce film-là à la TV, je dirais non, c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Comme tu as dit, à chaque match ils ont été menés, à part contre le Congo. Et en plus contre le Congo, ils marquent un but bizarre. Faut dire ce qu'il y a aussi. Que tu dis, c'est magnifique. Et je pense aussi, c'est pour ce genre de choses-là qu'on regarde. Les Coupes d'Afrique, Coupes d'Europe et tout, justement, c'est pour ces revirements-là, ça te fait vibrer. Même moi, j'ai eu la chair de... Alors que je suis pas supporter de la Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai eu la chair de poule quand ils sont revenus à 1-1. Je me suis levé pour regarder le match. Ouais. Ouais, tu t'es dit, c'est le moment. Ouais, c'est tellement beau, tu veux que ça arrive, tu veux que ça se passe parce que l'histoire est tellement belle, tu veux qu'elle finisse en beauté. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi des histoires particulières, effectivement, avec notamment, on peut penser à Sébastien Haller, qui a été diagnostiqué d'un cancer en février 2023 et qui, 1 an plus tard, va soulever une compétition va soulever le trophée d'une compétition dont il est quasiment l'un des hommes décisifs dans la fin de compétition, alors qu'il est arrivé quasiment en béquille parce qu'il s'était blessé à la toute fin avant d'aller en préparation avec la Côte d'Ivoire, avec son club du Borussia Dortmund, que les gens disaient mais de toute façon je pense que c'est mort sa compétition. Lui il se dit j'y vais quand même, je vais quand même essayer de donner ce que je peux donner. Tu vois qu'il est diminué sur le match face au Mali, mais il apporte quand même physiquement, il est décisif, on l'a dit, contre le Congo. Et puis là la consécration pour Sébastien Haller qui vient pleurer dans les bras de Basile Boli en interview. C'est quand même incroyable. Moi, là, je te parle, j'ai des frissons, en fait, tu vois. C'est ça. Ce sport, c'est les émotions. Il y a rien à faire. C'est le plus beau sport du monde.
on a beau le dire, c'est incroyable. C'est les émotions, comme François disait, les émotions que ça peut procurer, c'est les scénarios que le football peut nous donner. Un match n'est jamais fini, tout peut arriver. Quelqu'un qu'on croit enterré, il arrive à ressusciter et tout. C'est vraiment beau, quoi. C'est le sport qu'on aime. Il y a un documentaire en préparation du côté de Canal+ Afrique. Voilà, comme ça, c'est une info que je pense que personne n'a, mais que je peux vous donner, parce que j'ai 2-3 copains à Canal. Ils sont en train de bosser sur un truc, ça va être génial. Ça va être vraiment génial et je pense qu'on se réjouit. Petit mot aussi sur Emers Faé. Qui a dû, en tant que joueur, arrêter sa carrière pour des problèmes de cœur, qui s'est relancé en éducateur du côté de l'OGC Nice, qui a été entraîneur d'ailleurs des moins de 19 ans, de la nationale, etc., et qui aujourd'hui se retrouve un petit peu parachuté suite à la démission, enfin plutôt au limogeage de Jean-Louis Gasset, et qui arrive aussi à montrer aussi de quel bois il se chauffe, de quelle qualité d'entraîneur. Ça aussi, ça va peut-être aussi lancer une autre carrière pour Emers Faé. Un mec quand même... Après, c'est le problème... Quand tu regardes, il y a beaucoup de coachs qui ont fait comme Hervé Renard, c'est des mecs qui ont montré et remontré leur capacité à entraîner des effectifs sous haute pression. Et malheureusement, même si c'est la Coupe d'Afrique, il y a toujours un certain... On les néglige. Que Hervé Renard, maintenant, aujourd'hui, il est entraîneur sans manquer de respect aux femmes, hein, il est entraîneur de l'équipe nationale des femmes de France. Mm-hmm. Pourtant, ce mec, ça fait combien d'années qu'il a toujours été... parmi les meilleurs coachs, les mieux cotés en Afrique, et n'a jamais eu une proposition d'un club en Europe. C'est quand même l'équipe, c'est quand même l'entraîneur de l'équipe qui a battu l'Argentine championne du monde de non, c'est comme ça, t'as même, comment il s'appelle encore le coach congolais, comment il s'appelle? Oula, je sais pas du tout de quoi tu parles, mais pour revenir non, mais par rapport à ce que tu dis. Moi, je veux dire, c'est qu'il y a un problème, c'est que t'as beaucoup de coachs qui font leur preuve en Coupe d'Afrique, et finalement, il y a aucun intérêt concret venant de l'Europe. Ils vont trouver des bons clubs, mais toujours sur le continent africain. Ils vont aller entraîner au Maroc, ils vont aller entraîner en Algérie, des choses comme ça. Et moi, je trouve que pour le coach de la Côte d'Ivoire, malheureusement, je pense pas que ça aurait un grand impact sur sa carrière de coach hors des frontières africaines. Mais c'est fou que tu parles d'Hervé Renard parce que c'est justement l'entraîneur par lequel on a voulu remplacer Emers Faé. T'imagines le manque de respect qu'on a fait à cet entraîneur qui était considéré comme un adjoint, mais pas vraiment comme un adjoint. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, ouais, mais bon, il est là pour porter les bidons, donner 2-3 conseils, parler aux joueurs parce que c'est un ancien, mais au final, est-ce qu'il a vraiment une qualité d'entraîneur? La fédération ivoirienne qui appelle Hervé Renard et qui demande l'autorisation à la fédération française de football et Jean-Michel Aulas qui aujourd'hui fait partie de ce fameux COMEX de la fédération pour dire ouais mais vous ne nous le prêterez pas pour la compétition, juste pour la compétition. J'ai un manque de respect complet à l'équipe de France féminine et puis en plus de ça à Emers Faé quoi. C'est quand même une belle revanche sur la vie quand même. C'est un film, c'est un film de A à Z. T'as à l'heure, t'as le fait qu'ils étaient 3e et le coach qui a dû arrêter à cause de problèmes cardiaques, maintenant qui était T2, c'est trop beau pour être vrai en fait cette histoire. Ouais, c'est absolument dingue. On attendra le documentaire avec impatience. Et donc le Congo, qu'est-ce qu'on fait François avec le Congo? Est-ce que franchement, parce que je vais quand même poser une petite question sur le Congo, impossible de ne pas en parler parce que très belle compétition, mais derrière ça chute en demi parce que moins fort tout simplement que la Côte d'Ivoire. C'est quand même battu sur le mental. Dans une séance de tir au but absolument épique face à l'Afrique du Sud d'Hugo Bros. Qu'est-ce qui se passe avec le Congo? Est-ce qu'ils n'ont pas encore les épaules du champion d'Afrique? Chuter au mental, je dirais pas ça parce que tu peux pas me dire que Chancel, mentalement, c'est une bête, Chancel. T'as raté le penalty, Chancel. Ouais, mais justement, c'est pour te dire, c'est pas au mental, c'est le foot à un moment ou l'autre. Il y a même Cristiano Ronaldo a déjà raté des penalties. Il y a rien qui est sûr dans le foot. Que mentalement, je pense justement, le Congo, leur force, c'est justement le mental. Ouais. Donc, c'est pas ça que je remettrais en question, simplement que c'était pas pour nous cette année. Hein. Ouais. C'est tout. Ils sont pas encore prêts à devenir un grand d'Afrique, Xavier? Bah, tout doucement, mais comme disait Arsène qui était là la semaine dernière, le programme du coach, c'est pour la prochaine CAN 2025. Donc au final, ici, déjà demi-finale, ils sont en avance sur leur planning, entre guillemets. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc on verra si en 2025, si les choix du coach et le programme du coach porteront leurs fruits pour aller soulever le trophée. Non, mais le problème, pour concurrencer les autres équipes comme le Maroc des autres coupés, c'est que les infrastructures doivent suivre aussi. Quand tu vas voir ce qu'au Maroc ils ont construit, je pense que peu d'équipes européennes ont ce centre d'entraînement que l'équipe nationale a. Et au Congo, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Et c'est difficile pour un joueur qui joue à Marseille, qui joue à Newcastle ou qui joue dans les grands clubs européens, de rentrer au pays
et qu'il n'y a plus cette structure-là. Que c'est mentalement, quand tu t'es habitué à un certain confort, à un certain luxe, c'est dur de retourner en équipe nationale et de devoir être performant sans tout ce confort auquel tu as été habitué dans le temps. Mais quand même une équipe qui progresse aussi au niveau des individualités, et qui arrive pour la compétition en tout cas à mettre des choses entre parenthèses. Mais effectivement, ce problème-là se pose aussi pour d'autres fédérations. On a parlé, bien sûr, tu en parles du Congo, on peut parler de la fédération ivoirienne où, par exemple, en zone mixte, Seko Fofana fait clairement part de sa volonté peut-être de quitter la sélection après à peine y être arrivé, parce que lui n'a jamais accepté les sélections ivoiriennes. Certains disent d'ailleurs qu'il l'a fait un peu par opportunisme. Il le fait, il gagne la compétition et ensuite à la fin de la compétition, il dit je devrais parler, je vais dire des choses, il y a des décisions qui vont être prises, etc. Il y a aussi un peu ce truc de dire est-ce qu'ils viennent pour la grosse compète, voilà, parce qu'ils se ressentent, voilà, ils savent que c'est un moment important dans l'histoire de leur vie par rapport à leur pays, etc. Évidemment, loin de moi l'envie de dire qu'ils n'aiment pas leur pays, hein, c'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a quand même un petit souci d'organisation générale sur les pays africains, où là, le Maroc, par contre, a gagné. Ouais, à ce niveau-là, le Maroc soit en avance. Mais je pense que c'est en train de changer petit à petit. Quand tu regardes aussi, il y a de plus en plus de binationaux qui veulent aller jouer pour leur pays. Car à l'époque, c'était... Maintenant, ça va déjà mieux, mais à l'époque, c'était vraiment... T'arrivais à l'aéroport, le ticket n'était pas payé. Non, honnêtement, t'arrivais en sélection des hôtels, pour 20 joueurs, il y avait 4 chambres d'hôtel de prise. Okay. Et mentalement, même toi, quand on te propose, tu te dis, c'est Bourbier là, désolé, ouais. C'est Bourbier, je n'ai pas trop envie de me lancer dans cette aventure-là, alors que maintenant, Congo est obligé pour une grande nation, parce que je considère le Congo comme une grande nation du foot africain, doit à un moment ou l'autre aussi avoir les infrastructures qui vont avec. Mais niveau organisation, ils font un effort déjà, c'est pas encore parfait. Ils viennent de loin, de très loin. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de pays africains. Et c'est pour ça que de plus en plus, je pense qu'on va commencer à avoir des joueurs ayant grandi en Europe, nés en Europe, qui vont aller jouer pour le pays de leurs ancêtres. Oui, Noah Sadiki d'ailleurs a pris totalement position par rapport à ça en disant ouais, moi j'ai toujours été léopard dans le sang, je vais rester léopard. Ouais, mais il y a 10 ans, il n'aurait pas dit ça. Avec les histoires que nous, on a connues quand on était, même moi en équipe nationale d'espoir, il y a 10 ans, tu n'aurais pas dit ça. Parce que vraiment, il y a 10 ans, il y avait zéro organisation. On se débrouillait comme on pouvait. Et des fois, on devait s'entraider entre joueurs pour pouvoir Toi, tu as été en sélection des espoirs avec le Congo. Ouais. Et là, j'ai connu des trucs que même moi, je pensais que c'était, quand on me racontait ça, ouais, François, c'est comme ça. Je disais, arrête tes conneries. Vas-y, raconte. Non, bah justement, je te donnais l'exemple de l'hôtel. Ouais. Quand on arrive à l'hôtel, il y a même pas 4 chambres, il y avait 3 chambres de réservées pour 24 joueurs. Okay. Et là, ça devient l'entraide. Heureusement que c'était en Belgique, il y avait beaucoup de joueurs qui jouent en Belgique. On a commencé à prendre des joueurs. Moi, j'ai pris 2 joueurs chez moi. Tel joueur a dû prendre 2 joueurs celui. Et c'était la réalité quand tu jouais pour la sélection congolaise, c'est ça la réalité. Que même en équipe A, t'arrivais à l'aéroport, t'étais pas sûr d'avoir ton ticket. Pas encore de professionnalisme, quoi. Ouais, non, c'était... C'est comme ça aussi qu'on permettra au pays de se développer, quoi, de ce que je comprends. Bien sûr, mais après, tu vois que ils font un effort. Comme je dis, ils sont encore loin d'être là où ils devraient être, mais on vient de très très loin. Ouais. Et c'est le cas, je pense, pour 3/4 des pays en Afrique. Et c'est comme ça, c'est en ayant une structure qui commence à ressembler à quelque chose que tu pourras commencer à attirer des joueurs aussi de meilleure qualité qui accepteront de relever le défi. Parole de supporter à présent. Parole de supporter aujourd'hui va tout simplement s'intéresser à un Diable Rouge, évidemment, un joueur important, décisif pour Arsenal, avec 9 buts et 2 passes décisives justement délivrées, toutes compétitions confondues. Leandro Trossard est-il respecté à sa juste valeur en Belgique ou alors est-il sous-coté? On va en parler, mais juste avant, on vous a posé la question sur X, anciennement appelé Twitter, bien sûr pour les anciens, je ne vous oublie pas. On va lire un petit peu vos réactions qu'on a sélectionnées pour débattre ensemble sur ce sujet. Julien Tonard nous dit par exemple, non, il n'est pas respecté à sa juste valeur, mais quand il l'a ouvert, à juste titre sur le cas d'Eden au Qatar, il n'a pas été à la hauteur, surtout qu'on n'a pas vu la différence entre entre un Leandro Trossard et Eden Hazard, qui était en pré-retraite depuis 2 ans.
Quentin, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous dit Julien Tonard? Il a montré des bonnes choses en équipe nationale, notamment je me souviens de sa frappe magnifique en pleine lucarne, mais le problème c'est la constance. Il est pas assez constant et cette constance-là passe par une régularité des titulaires en club. Et ici à Arsenal, malheureusement, il est beaucoup trop de fois sur le banc, il n'arrive pas à enchaîner genre Arteta, je pense qu'il a mis très 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 rarement 3 fois de suite titulaire avec Arsenal. Et il a besoin de ça, même s'il joue à Arsenal ou même s'il joue dans un autre club, il a besoin des titulaires parce qu'on sait, c'est le terrain qui prône, c'est le terrain qui montre, c'est là que tu gagnes de la confiance, c'est là que tu gagnes de l'expérience et tout. Et c'est pas en jouant 15-20 minutes et tout qu'il arrivera à passer ce step au-dessus, je trouve. Donc il faut qu'il soit vraiment de devenir un titulaire indiscutable dans un grand club comme Arsenal. Et là, après, il pourra monter en échelon, gagner en confiance, gagner en expérience, gagner en tout. Donc, Mais quand même, quand tu es titulaire dans une équipe comme Arsenal, alors bien sûr, on se posera la question de son positionnement, qui est beaucoup plus central, axial avec Arsenal. Parce que Jesus s'est blessé. Voilà, effectivement, parce qu'il doit pallier à des blessures, mais il est tout le temps présent. Le but, par exemple, qu'il met ce week-end face à West Ham, c'est très fort, quoi. C'est encore une fois, c'est d'une facilité. On est en répétition, il répète les gammes, comme s'il était à l'entraînement, et il est bon, quoi. Donc, il a du talent, clairement. Il y a quand même quelque chose à faire avec Leandro Trossard. Ouais, clairement, c'est un super joueur. Après, aussi, il a percé un peu sur le tard, donc c'est pas qu'on en parle des fois un petit peu moins. Mais de manière générale, le souci, c'est qu'en sélection, il n'a pas joué 300 matchs non plus. Et le problème, c'est que son poste de base, s'il n'y a pas de blessés et tout ça en sélection, enfin, si tu le fais jouer lui un peu derrière l'attaquant, il n'y a pas toujours ce poste-là libre en sélection. Tu joues pas toujours un dispositif où il peut jouer, que sur l'aile, c'est un peu limite, je pense, sur l'aile, il vaut mieux le faire jouer dans l'axe. En fait, le souci, c'est qu'en sélection aussi, c'est que tu joues pas forcément avec un numéro 10 ou un soutien d'attaque comme ça, donc c'est compliqué aussi de lui faire confiance. Et puis après, au Qatar, c'est genre toute l'équipe qui tourne pas, on en voulait trop de lui, on voulait qu'il fasse la différence, qu'il marque 4 goals, qu'il fasse tout. Le gars, c'est la première fois limite qu'il est titulaire avec les Diables Rouges et tu lui demandes de faire la différence. Tu peux pas. Ouais, tout à fait. Loïc nous dit oui. Par exemple, est-ce qu'il est respecté à sa juste valeur? Loïc nous répond oui, il est respecté à sa juste valeur. À sa place, Doku est au-dessus de lui. Il va avoir le même rôle qu'à Arsenal, un joueur qui va être crucial en sortie de banc, mais qui peut aussi très bien dépanner et en titulaire si Doku n'est pas là. Tu le vois un peu comme ça aussi, François, le super sub qui va faire la différence dans les matchs importants, notamment dans les compétitions qui arrivent comme l'Euro. Ouais, mais surtout, à un moment, tu disais de sous-côté. Je pense pas que c'est question de sous-côté. C'est simplement que la chose veut que l'équipe nationale belge a eu quand tu passes après Eden Hazard, c'est difficile. Hein. Que même si tu es top à Arsenal, tu passes après Eden Hazard, c'est compliqué d'être. Tu peux pas mettre Trossard au même niveau que Eden Hazard quand Eden Hazard était au prime. Ouais. Tu peux pas, donc c'est pas question de sous-côté. Simplement, moi je pense qu'il est jugé à sa juste valeur, qui est d'être un très très bon joueur, mais ce n'est pas un Eden Hazard, ce n'est pas un Romelu Lukaku, ce n'est pas un Kevin De Bruyne. Ouais. Donc tu peux pas dire qu'il est sous-côté. Il est respecté à sa juste valeur, mais il est dans une équipe, dans une équipe nationale où il y a pas des grands joueurs, c'est des stars mondiales. Hein. Non, mais statistiquement, pour les performances, c'est pour ça que moi je pose la question. Je trouve qu'il y a quand même une différence entre certains joueurs qui sont titulaires et qui sont très importants en équipe nationale et quelque part dont on ne discute pas vraiment de la position ou en tout cas du facteur de titulaire, et le fait que Leandro Trossard, quand il est avec Arsenal, et donc tu le mettrais à la place de qui? Ben c'est compliqué. Non, mais je te pose la question. Ben moi je te réponds en te disant que c'est compliqué. Voilà. Mais maintenant. Mais si c'est compliqué, c'est qu'il y a une raison. Ah bien sûr, mais tu peux le mettre en faux neuf, tu peux le mettre en deuxième attaquant si tu joues dans un système à 4-4-2, tu peux le mettre derrière l'attaquant. Ok, mais la question est tu sors qui? Bah tu peux là c'est là le vrai problème. Donne-moi un nom que tu pourrais sortir. Moi par exemple je sors pas Doku non plus. Je suis d'accord avec toi. Personne sort Doku. Je sors pas Bakayoko parce que pour moi il est gaucher, il est pied gauche et il rentre sur son droit, donc il rentre sur son gauche en étant à droite. C'est des mecs qui te changent le match en une action. Voilà, je pense comme toi. Mais après est-ce que à un moment donné dans une circonstance de match on peut pas le voir d'une autre manière, tu vois? Est-ce qu'on peut pas dans un schéma tactique avec une certaine animation contre un certain adversaire, par exemple, se donner l'espoir, même si le statut en Belgique est quelque chose qui règne et qu'à un moment donné, les gens sont formatés dans leur état d'esprit par le statut des choses, que ce soit dans les médias ou que ce soit dans le monde du football ou que ce soit dans la considération qu'on a de la vie ici, en tout cas en Belgique c'est comme ça et en Europe en général. Romelu Lukaku, dans l'esprit de tout le monde, doit commencer titulaire, mais peut-être que dans certains matchs, il est plus intéressant de mettre un profil comme Leandro Trossard en faux neuf. Est-ce que tu vois ce que Romelu fait depuis... Il a quel âge, mon Romelu? Non, mais je suis pas en train de dire qu'il faut pas le mettre titulaire. Non, parce que je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui... Romelu est titulaire, indiscutable. Voilà, donc c'est ça que je te pose la question. Mais dans une circonstance de match où tu dois faire, par exemple, le jeu, par exemple, face à une équipe qui va te donner beaucoup de mal dans une configuration balle au pied comme pouvait l'être, par exemple, la Croatie,
Tu vois, qu'est-ce qu'avait fait Roberto Martinez face à la Croatie? Il avait mis Mertens en faux neuf. Pas une mauvaise idée en soi, mais Mertens à ce moment-là n'avait pas le talent ni même la forme pour pouvoir avoir ce rôle de faux neuf. Pourquoi pas penser à ça pour Trossard? Voilà, c'est ça mais mon état Trossard, d'esprit. ça veut dire que ce sera un match sur 5. Non, voilà, juste pour Donc dépanner de temps en la temps. situation restera la même qu'aujourd'hui, en fin de compte. Bah, au final, non, parce que tu peux rentrer. En fait, c'est sa polyvalence qui fait la différence de Leandro Trossard. Ça peut aussi être, Ouais, évidemment. c'est un inconvénient aussi. Ça Hein. peut être, et bien sûr, Ça peut être un c'est ce que j'allais inconvénient. dire. Ça peut être un inconvénient. Mais quelque part, c'est quand même incroyable d'avoir un joueur qui est performant avec l'une des plus grandes équipes au monde et tu lui trouves pas de place. C'est ça, en fait, moi, ma question, c'est de dire. Mais tu trouves pas de Voilà, place quoi. parce Pourquoi que malheureusement, dans cette zone-là, la Belgique, ça fait des années qui on touche du bois pour l'instant qu'on sort des joueurs exceptionnels. Ouais. Que certes, Eden Hazard a arrêté, mais maintenant tu as Doku. Mhm. Tant que Romulu sera fit, Romulu, tu ne peux pas, aucun coach peut passer à côté de Romulu. Ouais. Même si ce soit des matchs comme tu dis contre la Croatie, Romulu a un profil tel que tu es obligé de le faire jouer quand il est fit. Ouais. Le mec est costaud. Le mec court à du 200. Le mec devant le but, c'est une machine. Tu peux pas te permettre en disant oui parce que l'équipe, non. Même tactiquement, Romulu doit toujours jouer chaque match. Et donc, Loïs Openda peut mettre un triplé en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real C'est Madrid. maintenant, tout le monde s'en voilà. fout. Non, Et d'avoir resté avec Lukaku qui ne non, marque plus tu depuis peux jouer. quelques matchs. Justement, si C'est tu veux vrai. faire une tactique. Tout le monde s'en fout. Non, je veux dire, si tu fais une tactique où tu commences à modifier pour faire jouer les joueurs, avec un faux neuf, parce que moi, je peux voir Luis peut jouer comme faux neuf. Ben, désolé, je prends Openda. Ouais. Trossard, pour moi, est un très bon joueur, mais un joueur, comme tu as dit, un super sub, qui rentre selon le déroulement du match, avec des choix tactiques, mais si tu dois mettre, même comme tu dis trouver une place pour Trossard, si tu joues en 4-4-2, ben c'est Romulu et Openda que tu mets devant. Ouais. C'est pas Romulu Trossard, c'est pas Trossard Openda, c'est Romulu et Openda. Voilà. Et puis, on a Mino26 qui nous fait la petite vanne. Avant, il perf, mais avant, c'était pas Trossard. Oh. Elle est pas mal, ça, elle est pas mal. C'est Elle est pas mal. Mino26. Là, il perf, mais avant, c'était pas Trossard. Je l'ai pris quand même parce que j'aime un peu les vannes. Pas mal. Les vannes un peu caca. Il a mais pris c'est son sympa, temps. quoi. Il a pris son temps. Voilà, Il a pris son temps. Allez, c'est parti pour les moments forts de la semaine, bien évidemment. On en a plusieurs, hein, des moments forts de la semaine. On va se plonger sur un match important, celui auquel tu as assisté en tant que spectateur très attentif, évidemment, dans le stade. Charleroi-Anderlecht. Qu'est-ce qu'on sort de cette rencontre, Quentin? On se plonge maintenant dans le débrief de la JPL. Comment est-ce que tu juges la prestation mauve? Ouah, c'était pas bon. Hein. C'était pas bon, honnêtement. On rappelle, hein, victoire 3-1. Hein. Ouais, victoire 3-1, mais c'était laborieux, je trouve. Beaucoup de déchets. Et surtout, où ils sont forts, c'est dans les petites combinaisons à 3, notamment où ils ont apporté les goals. Là, tu vois qu'ils arrivent à faire la différence quand ils jouent un jeu en triangle aux abords du grand rectangle. C'est comme ça qu'à chaque fois sont passés sur leur côté droit. 2 fois, ils marquent comme ça. 2 fois, Rogelj se fait avoir sur son flanc gauche. On sait que d'habitude, il est back droit et pas back gauche aussi. Donc, c'est un choix aussi bizarre de Felice Mazou, mais c'est autre chose. Et mais dans le jeu, ouais, quand c'était 0-1, Charleroi devait clairement mettre le 1-1. Et je le disais avec ceux qui étaient avec moi dans le stade, c'est comme ça, vous allez voir, ça va être le 0-2. Parce que c'est comme ça que tu rates toutes tes occasions, tu domines tout. Anderlecht était inexistant après à ce moment-là. Et puis il y a le but de Dolberg qui est venu, toujours d'une action de nulle part, sorti sur le côté droit. Et puis la phase arrêtée sur corner. Mais dans la production de jeu, si Anderlecht joue comme ça contre un Bruges, contre un Antwerp, je suis désolé, mais jamais de la vie gagne. Jamais de la vie. On l'a vu notamment contre l'Union, ben, ils ont eu aussi, comme on en parlait avant off, cette chance, pas du champion, mais cette chance, normalement qu'on dit du champion, c'est que contre l'Union aussi, ils jouaient en première mi-temps, c'était catastrophique. Ils sortent de là avec un 2-2 marqué à la 94e, mais en première mi-temps, si c'est 0-3, c'est 0-3. Hein. Donc pour moi, je pense que le jeu d'Anderlecht, il est pas bon, il manque quelque chose. Je sais pas ce qui manque concrètement, même dans le milieu de terrain, il y avait des gros trous, il y avait des gros espaces entre les lignes. Mais est-ce qu'il y a une base de développement? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que pour toi, partant de là, tu peux faire mieux de ce que tu as vu par rapport à ce que tu as vu d'Anderlecht avant? Tu dois faire mieux. T'as vu le noyau que t'as vu les joueurs que t'as, la qualité que t'as. Ils ont de la chance de prendre les points. Vu la façon dont ils jouent, clairement, ils ont une chance. Mais est-ce qu'il y a une vraie marge de progression concrète? C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu dis, OK, cette équipe, elle est comme ça. Est-ce que au play-off, par exemple, on verra en termes d'intensité, de jeu? Est-ce que cette équipe, elle progresse? C'est ça que je veux savoir. Non, clairement pas. Clairement pas. Pour moi, au play-off, ils vont se faire manger, entre guillemets. Parce qu'ils vont jouer contre des grosses équipes. Et les grosses équipes, ben, ça pardonne pas. Et, clairement, ici, au début, on disait, ouais, Anderlecht mais en début de saison, on le disait déjà, Anderlecht prend des points qu'ils n'auraient pas dû prendre. Et là encore, maintenant, ils arrivent encore à prendre ces points qu'ils n'auraient pas dû prendre. Mais ça montre aussi que dans la qualité du jeu, il n'y a rien qu'à progresser, clairement.
Xavier? Ouais, j'ai l'impression que même Anderlecht, il régresse un petit peu au niveau qualité par rapport au début de saison. Je trouve que début de saison, il prenait des poids qu'il devait pas prendre, mais ça joue quand même mieux, je trouve. Et que maintenant, après, peut-être le retour de tous les blessés, ils doivent faire jouer un peu plus de monde, ils savent pas où positionner tout le monde. Après, quand on voit ici, même s'ils ont mal joué ce week-end contre Charleroi, c'est pas toujours évident d'aller gagner à Charleroi. Quand on regarde niveau statistique, il y a seulement 4 équipes qui ont gagné à Charleroi cette saison, et c'est que les gros, c'est Gand, Bruges, l'Union et maintenant Anderlecht. Donc aller chercher les 3 points à Charleroi, même si Charleroi est tout en bas du classement, c'est pas toujours évident. Donc même si ça joue mal, ils vont quand même chercher les 3 points. Et il y en a qui ont un Et au crédit final, aussi. c'est important ça. Vas-y. Il y en a qui ont un crédit aussi qu'ils ne devraient pas avoir, que ce Qui? soit. T'as même un Belge, parce qu'on parle beaucoup des Danois. Pour moi, il y a Verskaren. Je suis désolé, ici, contre Charleroi, il était exécrable. Alors que sur le banc, t'as un Théo Léoni. On était bien content quand Verskaren était blessé, que Théo Léoni joue, soit titulaire. C'était le joueur qui mouillait le maillot, qui se battait. C'était un vrai warrior. Et ça, c'est ce qu'ils ont besoin sur le terrain. Je suis désolé, il y a Verskaren ici, les 2 derniers matchs, c'était vraiment laborieux. Et tu sens que, oui, il est revenu. Est-ce que c'est parce qu'il est international belge? Est-ce parce qu'il a une valeur? Est-ce que c'est de l'argent? Il y a sûrement des trucs qu'on sait sûrement pas. Mais je suis désolé, pour moi, Théo Léoni, qui est un battant, doit être titulaire. François, la primauté au statut, c'est de l'ancien Anderlecht, ça. Là, on revient sur ce qui se passait à l'époque de Van den Stock, etc. Les statuts, c'était toujours très fort à Anderlecht. Là, maintenant, on est quasiment là-dessus. Dans ce que j'entends, en tout cas, de ce que Quentin dit concernant Verskaren. Verskaren, ouais, mais après, la chose, c'est que Verskaren, je pense, c'est un joueur très très bon. Un très bon joueur. Et à un moment, tu te dis, comment dire, moi, en tant que coach, je me dirais, je sais ce qu'il peut apporter. Certes, il est dans une mauvaise phase, mais je lui donne de la confiance pour qu'il retrouve son niveau d'avant. Peut-être c'est aussi ça, et malheureusement, ça peut coûter des points à Anderlecht, mais tu te dis, je tiens bon. Encore j'espère que la semaine prochaine sera la bonne semaine, et tu tiens bon, parce que Yarrick, tu le veux ou pas, au niveau belge, c'est un joueur exceptionnel. Au niveau belge. Tu situes où son niveau? Parce qu'on parlait Non, du niveau au niveau belge. Je te parle au niveau belge, c'est parmi, Yarri avant sa blessure, c'est parmi les meilleurs joueurs du championnat. C'est des joueurs que Anderlecht normalement n'a pas le budget pour l'acheter. Et ils l'ont chez eux. Moi, c'est mon ressenti parce que je vais faire des yeux bizarres. Mais Ouais, toi, aussi. d'accord. Ouais, je suis pas d'accord parce que, ok, avant sa blessure, il était comme ça. Mais là, à un moment, quand t'as un Théo Léoni qui mouille le maillot, Ouais. qui donne tout et tout, tu peux pas lui dire, mais voilà, ici, Théo Léoni Verskaren n'était pas là. Théo Léoni est un très bon joueur. Hein. Ouais. Le petit, même si c'est un, comment on dit, Lard Bluyer, qu'il a percé sur le tard. Théo Léoni est un très bon joueur, mais Yarri est un joueur qui peut quelque chose de spécial, mais tu dis, malheureusement, pour l'instant, il est nulle part. Ouais. Pour l'instant, il est dans une mauvaise phase, et c'est aussi le boulot d'un coach de faire des choix difficiles qui sont, ou bien je le mets de côté, ou bien je lui donne mon soutien. Je veux prendre des critiques, mais je soutiens le joueur, espérant qu'il retrouve sa forme. Et là, je pense que là, ils ont fait un choix je prends sur moi et je soutiens le joueur. Que un Verskaren en forme est meilleur que Léoni. Ouais. T'es d'accord ou pas? Oui, c'est pas le même profil. Ouais, non, je De toute sais façon, pas. c'est Ouais, pas mais le même profil. Pour moi, Léoni est plus un 8. Ouais, mais il apporte plus. Il apporte plus dans un jeu où Anderlecht a besoin justement d'offensive. Anderlecht, c'est une équipe qui est dominante, qui est censée être dominante, qui est censée avoir un jeu offensif. Donc, c'est des joueurs comme Verskaren que le public Léoni veut a voir bien jouer. apporté. Quand Verskaren était absent, Léoni, il a fait du bien en Anderlecht. Oui, hein, il a sans- fait du sans bien, Théo il a Léoni, fait du bien, mais moi, je parle du fait que Verskaren en forme, hein. À l'heure d'aujourd'hui, Léoni est meilleur que Verskaren. Il apporte plus sur le terrain à Mais l'heure est-ce d'aujourd'hui. que Verskaren a l'impact défensif d'un Léoni? C'est Est-ce ça, en qu'il fait. fait les efforts défensifs? Ouais, mais Pas du normalement, tout. une équipe comme Anderlecht, dans l'optique d'Anderlecht dans le temps, si tu préfères, Ouais, ok. de Van de Stock même si tu veux, Yes. c'est comme c'est des équipes qui sont censées avoir le ballon, qui sont censées être dominants offensivement et que tu ne touches pas le ballon. Sauf que là, j'ai l'impression, moi, en regardant le Sporting d'Anderlecht, et tu m'arrêtes si je me trompe, Mm. qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les C'est ça. pieds. Qu'il n'y a pas de T'as déjà un profil Torgen, T'as versatile. déjà un Dreyer, t'as déjà ces gens qui sont là pour ça. Et honnêtement, au match, t'avais un fossé, je trouve, entre la position en 6 de Matritz et la position en 10 de Verskaren. Dans ce trou-là, t'avais aussi un Stroikens, mais qui aussi aime bien avoir le ballon, qui aime aussi. Il y a trop, comme Sacha dit, il y a beaucoup trop de joueurs qui ont ce profil-là. Et c'est pour ça que moi, tu dois mettre cet équilibre et justement un Teloni, qui va être cet arracheur, qui va être celui qui va faire les efforts pour descendre à côté de Vertonghen, mais qui va aussi faire les efforts pour être à côté de Dolberg, tu vois. Il je manque vois. ce joueur. Ouais, c'est très Ajax en fait. C'est très beaucoup de joueurs de ballon très techniques qui vont trouver les combinaisons, passe-jeu court, c'est léché, c'est beau, c'est mignon. ça. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose Non, dans ça ce fonctionne. championnat? Comme le jeu que tu dis, ça fonctionne quand l'équipe est bonne et dominante. Et malheureusement, Anderlecht pour l'instant est dans une situation où tu devrais faire jouer un Teloni. Pourquoi? Pour assurer la défense, avoir un peu plus de stabilité derrière. Mais moi, je reste derrière le fait que c'est mon opinion. Si le coach le fait jouer, c'est parce que le coach veut donner la confiance au joueur. Que si tu retires Harry, s'il ne joue pas, comment veux-tu que ce joueur retrouve son niveau d'avant?
Si il ne joue pas, comment veux-tu vendre ce joueur? Au détriment de Théo Léoni. Alors. Ouais, mais au détriment de Théo Qui Léoni, avait mais une vraie après, confiance au début de ouais, saison. mais après aussi, t'as aussi la réalité financière d'Anderlecht qui est pas négligeable. Qui est pas négligeable. Donc il fait jouer pour le vendre cet été. Moi, je pense que c'est dans ce optique-là, ils savent, à un moment ou l'autre, Anderlecht, c'est pas logique, à part pour Olivier de Schacht. Anderlecht n'est pas une équipe, le moment où les joueurs jouent 10-15 ans. Surtout les jeunes, ils jouent 3-4 ans. Et Olivier de Schacht est l'exception qui confirme la règle. Ouais, et c'est une belle exception. C'est une très belle exception. Il a une carrière, je pense que qui en ferait pas lire plus d'un, tu vois. Bien sûr. Il a une très belle carrière, mais Anderlecht, la logique d'Anderlecht, ça a toujours été comme ça. Un jeune talent joue 3-4 ans et vendu. 3-4 ans et vendu. Yari est en train de sortir de cette zone-là, mais à un moment ou l'autre aussi, je pense qu'Anderlecht, ils savent bien, parce que, pas oublier, Anderlecht, c'est le meilleur centre de formation de Belgique, que tu le veux ou pas. Quand tu vas voir les petits, chaque année, Anderlecht arrive à te rajouter 2-3 joueurs en équipe première, tu te dis, mais comment c'est possible? Ouais. Tu vois, comment c'est possible d'avoir autant un vivier de talent aussi vaste? Donc à un moment ou l'autre, aussi, il faut faire de la place. Et tu peux pas laisser partir un Yari gratuitement en fin de saison. Tu vois, dans 1 an ou quoi, tu peux pas, à un moment, c'est des gens, à un moment, tu dois les vendre. Parce que derrière, ça commence à arriver. Ouais, bien sûr, il y a des talents. On a vu le jeune Nunzio Egwanda, si j'espère que je prononce bien, qui est très bon aussi. Très bon, gros potentiel. Ah ouais, il y a des bons jeunes qui arrivent au Sporting d'Anderlecht, mais c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, voilà, mais est-ce que c'est pas bouchon? Tu vois, est-ce qu'à un moment donné, ça va pas bouchonner? Moi, je voulais vous parler de Mario Strokens aussi. C'est un sujet important pour moi. C'est quoi sa vraie place? C'est ça. Comment est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'il n'a pas intérêt justement à partir du Sporting d'Anderlecht pour justement s'émanciper, où là on va peut-être avoir besoin d'un profil comme lui ailleurs où il y en a pas beaucoup et où là il y a un peu trop des joueurs comme lui de ballon à côté, ou des profils un peu de ces joueurs un peu taille moyenne, etc. Techniquement intéressant, bon dans le redoublement jeu court, très bon sur la frappe de loin, qui sait aller chercher les intervalles, mais qu'est-ce qu'il apporte en plus au collectif anderlechtois? Il y en a beaucoup des joueurs comme ça, tu vois. On fait quoi avec Mario Strokens? Mario, moi je serais Anderlecht, je le prêterais. C'est un joueur, à l'heure d'aujourd'hui, sa valeur marchande n'est pas encore assez intéressante pour le vendre. Mais qui a un potentiel. Voilà, qui a un potentiel. Donc c'est des joueurs à prêter, parce que faut pas croire que Mario Strokens, des joueurs quand ils arrivent en équipe première, ça coûte de l'argent. C'est un investissement sur du long terme, et aussi il faut que cet investissement soit rentable. Le vendre aujourd'hui, c'est le brader. Donc un joueur comme Mario, moi je serais, dans l'idéal du club, ce serait de le prêter. Qu'il aille quelque part, qu'il aille se faire voir, qu'il aille faire ses dents ailleurs, ou bien pour revenir et jouer en tant que titulaire indiscutable, ou pour être vendu. Ouais, il y en a beaucoup qui devraient notamment aussi quitter le Sporting d'Anderlecht cet été. Parler de Mario Strokens, on peut parler de Yuri Verskaren, on peut parler également de Francis Amouzou. Qui a un problème lié à la pubalgie qu'il doit régler, qui lui apportait un vrai profil différent. Vraiment, c'est un détenteur. Il explose complètement le côté quand il est dans ses meilleurs jours. Il progresse beaucoup. C'est un joueur qui a eu beaucoup de mal physiquement, donc qui a eu un peu des difficultés aussi. Qui avait un peu le souci que Doku avait au Sporting d'Anderlecht à un moment, c'est-à-dire tu pousses ton ballon et ça va à 3 mètres. Mais voilà, il progresse. C'est un joueur qui n'est pas un phéno, mais qui, avec ses qualités physiques, etc., peut vraiment apporter beaucoup dans des clubs, ou même dans des ligues, comme la Bundesliga, par exemple. Ouais, clairement, c'est un profil différent que ce qu'il n'y a pas en Anderlecht. Mais moi, je voulais juste revenir sur le débat avec Yari et Mario Strokens juste avant. Pour moi, en fait, en Anderlecht, tu dois faire jouer un des deux. Et vu qu'Yari est maintenant revenu de blessure, Mario, ils auraient peut-être dû le prêter en janvier, comme disait Vincent, parce que... François, pardon. Pas de souci. Ça arrive souvent, pas de souci. Anderlecht, c'est ça qui se ressent beaucoup, au bout d'un moment, comme disait François, parce qu'au final, maintenant, tu es entre guillemets obligé de faire jouer Yari, parce que potentiellement tu veux le vendre. Mais si tu fais jouer les deux, derrière, t'as pas de vrai récupérateur. T'as juste Matrix, mais c'est pas suffisant. Il te faut un deuxième. Et là, tu jouais très offensif face à Charleroi. Donc, si tu veux absolument faire jouer Yari, à l'autre, soit tu le mets sur le banc, soit tu le prêtes. Ouais. Est-ce que le Sporting d'Anderlecht est la seule équipe à pouvoir, au moment où on se parle, aller chercher l'Union Saint-Gilloise? Parce que moi, je vous dis comme je le pense, hein, je vois l'Union et puis je vois tous les autres. Moi, c'est mon avis. Est-ce que vous partagez mon avis? Ouais. Mais non, attention, on va voir que l'Union va pas marquer le pas. Parce que ça, on est sur 3 tableaux. On est sur la Coupe d'Europe ici avec le match contre Francfort. On a eu il y a encore le match retour en Coupe de Belgique contre Bruges. Je pense, pour moi, et comme je le disais dans mes émissions précédentes, ils vont devoir mettre ce focus sur le championnat. Ça fait 2 fois qu'ils le ratent de peu, même si ça va être au détriment de la Conference League, même si ça va être au détriment de la Coupe de Belgique. Même les joueurs le disent, vivre un titre avec l'Union serait une fête, notamment Amani ici, qui l'a dit dans la presse. C'est la plus beau moment de ma carrière, le titre ici avec la Côte d'Ivoire. Mais
il sera aussi beau si je le gagne avec l'Union. Ouais. Donc tu vois, ça montre quand même que les joueurs là ils sont dans une mentalité, nous notre objectif c'est le championnat. Donc je pense qu'ils vont faire cette différence en play-off, surtout que l'Union, dans les grosses équipes, ils sont présents. Dans les gros matchs, ils sont présents. Donc je vois quand même l'Union être un cap au-dessus. Et après, ouais, t'as même Anderlecht, je la vois pas deuxième. Hein. Pour moi, même un Bruges est meilleur qu'un Anderlecht. Donc Non, ils sont en train d'arriver avec les gros sabots et le tracteur pour venir récupérer tout le monde et le mettre tous sur le côté. Le club de Bruges, ils sont vraiment, je dirais, bien occupés à refaire leur retard. Et la crise qui battait son plein vers octobre-novembre, non, elle est clairement. totalement terminée. Et après, t'as un gang qui est la Gantoise, eux, par contre, c'est cata. Ouais. La Gantoise qui est la pire équipe de 2024 du championnat. Merci Michel Louagie c'est et ça. sa volonté de faire du business. Ça, on ne le remerciera pas au niveau du sportif. Mais tout simplement, ça s'appelle recevoir les pots cassés. Ils doivent incroyable. assumer, c'est tout. C'est Vous déconnant. avez une logique pécuniaire où à un moment donné vous voulez vendre, eh ben vendez. Mais à un moment donné, ne venez pas vous plaindre d'avoir des résultats sportifs catastrophiques. Je vais même te dire que je pense que le Standard va gagner contre Gand, tiens, à domicile. C'est l'avant-dernier match à domicile de la phase Et il y classique. a bientôt Anderlecht la Gantoise aussi, où là, on verra. Ce serait un match bien C'est dégueulasse. ça, exactement. Allez, tiens, quelques petits mots justement sur le Standard. Une petite question, Xavier. On a vu ce quatuor, Isaac Price, Ayao Kawabe, Steven Alzate et le retour, d'ailleurs très bon retour, d'Aiden O'Neill. Est-ce que là, Ivan Leko a trouvé son trèfle à 4 feuilles? Honnêtement, c'est dur à dire, parce qu'au final, le Standard, ils ont gagné, mais c'était quand même pas fou. Hein. Ils gagnent 1-0 sur un goal. O'Neill, tu lui remets le même ballon, il essaye 50 fois. Je pense que le ballon, il finit une fois, il est peut-être deux au même endroit. Et à côté de ça, t'as vu tous les ratés de Louvain. Enfin, Noubi, il a fait un bon match, mais il a fait, vers la fin, la dernière demi-heure, il a fait 2-3... Des cagades, on appelle ça. ouais, Ouais, tout à fait. des gros ratés qui, pour le même prix, Louvain, ils doivent au moins faire 1-1. Ouais. Et on n'est pas dans le même débat si le Standard prend pas les 3 points. Donc au final, ok, c'est les 4 peut-être meilleurs milieux de terrain au vu du début de saison, enfin jusqu'à maintenant au Standard, mais t'as pas beaucoup mieux. Ah, je Je pense sais que t'aimes bien William Balukisha, mais Pas voilà. d'accord du tout. Mais voilà, à part ça, toi, t'as pas beaucoup de solutions non plus. Est-ce que c'est le meilleur, le quatuor? Je suis pas sûr qu'au final, comme je l'ai dit, le Standard, ils ont pris les 3 points, mais on va pas se réjouir, hein, c'était quand même mauvais. Hein. C'était mauvais, mais... Mais tu n'es pas d'accord. Vas-y, je Ah t'écoute. non, il y a des choix, c'est calamiteux. C'est calamiteux. Soa, je suis d'accord. il doit Kamal pas jouer. Soa, s'il vous plaît. On parlait les des 4 gars. de l'entreveu. S'il vous On plaît. parlait pas de lui. Allez, je suis sûr qu'il y a des mecs en division 3, ils sont meilleurs que lui sur le terrain. S'il vous plaît, à la 51e minute de jeu. Je parle d'un mec qui a joué à Ligue des Champions au Ah Bernabeu ouais, mais contre le Real Madrid. c'est hein. ça que c'est incompréhensible. À la 51e minute de jeu, il y a un milieu de terrain de l'OHL qui part de son camp, du rond central, qui arrive vers le grand rectangle. Il y a Kamal Soa qui est à 1,5 mètre derrière lui. Le gars, il court avec le ballon. Kamal Soa, tu le vois comme ça en train de courir, il n'arrive pas à le rattraper. On dit toujours que c'est plus facile de courir sans ballon qu'avec ballon. Vrai ou faux? Ah, mais les joueurs sont rapides avec ballon. Hein. Ouais, mais non, Là, entouré de joueurs, il court comme ça avec un ballon et tu le vois comme ça, il s'arrête. Il est soufflé. 51e minute de jeu. Allez, s'il te plaît, c'est pas normal. Et puis, le déchet, il a les pieds carrés, il a tout carré. Non, il doit pas être titulaire Kamal Soa, c'est incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Honnêtement, il y en a beaucoup qui critiquent, Djenepo. Mais Djenepo, c'est quelqu'un qui tente. Au moins, là, Kamal Soa, il sait pas faire un dribble. Il sait rien faire. À part faire une palle en arrière, il sait rien faire. Djenepo a du déchet. C'est mieux ces derniers temps. Mais il arrive au moins à tenter quelque chose. Il tente un dribble. Il tente d'éliminer son adversaire. Un attaquant gauche comme ça, c'est ce que tu lui demandes. C'est en un contre un, tu dois éliminer ton adversaire. Tu dois savoir faire ça. Tu dois être capable de faire ça. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Aiden O'Neill, c'est le seul joueur en confiance parce qu'il n'est pas, entre guillemets, dans le microcosme liégeois et du Standard de Liège depuis quelques semaines maintenant, Ouais. puisqu'il revient de la Coupe d'Asie, qui arrive et qui met ce but. Les autres joueurs sont des joueurs qui ne sont pas en confiance. Non, c'est Et vraiment donc ça. c'est paradoxal de voir que le seul joueur en confiance, c'est lui qui tente Ouais. le geste. Une frappe absolument incroyable. Bon, certains parlaient d'un prix de Puskas, à mon avis, on va se calmer. Mais vraiment, c'est dingue de voir à quel point c'est ce joueur-là qui est le seul en confiance, pas grâce au Standard, mais grâce à ses performances avec l'Australie et ses très bonnes performances en Coupe d'Asie, qui arrive pour faire la différence. Et les autres à côté, eh ben, si tu regardes les actions du Standard offensivement, dans cette rencontre-là, Bien elles sûr. sont quasiment inexistantes. Mais bien sûr, t'as déjà Isaac Price qui joue attaquant droit, c'est pas du tout sa place. T'as un Kawabe, il joue avec 2 de tension, c'est catastrophique. Après, il est entre le petit rectangle et le point de penalty, il arrive même pas à la mettre dedans. Il joue vraiment avec 2 de tension. Ok, il a fait 2-3 bons trucs en Coupe de Belgique contre Anderlecht ou autre, mais il joue vraiment avec 2 de tension. Et Kawabe, je suis désolé, pour moi, il doit pas être titulaire. Ok, ils l'ont acheté ici très cher ou autre, mais il a un gros salaire, tout ce que tu veux, et donc il le met titulaire. Mais pour moi, t'as un William Balikwisha qui tente quelque chose. Et les derniers matchs, ils étaient bons de Balikwisha. Il tentait quelque chose. Regarde ce qu'ils font contre l'Antwerp en semaine. Mais l'action qu'il fait, elle est magnifique. C'est pour ça que tu vas au stade. C'est pour ça que tu mets des joueurs. Le gars, il est en 10, il t'élimine en double contact le joueur et après il fait une belle frappe. Voilà, Kawabe n'est pas capable de ça. Il y a beaucoup de choses bizarres. Ouais, il y a beaucoup de choses bizarres. Après, moi, je suis quand même un peu
c'est pour ça que ma question de départ, elle va un petit peu en opposition à ce que tu dis, parce que pour moi, je trouve que c'était intéressant. Le travail de Kawabe, c'est pas un travail de technique, c'est pas un travail de création, mais c'est quelqu'un qui, dans les efforts défensifs et offensifs, est présent. Et peut-être que le Standard aujourd'hui, dans sa lutte pour le maintien, a besoin de plus de profils comme ça que de profils qui peuvent être nonchalants. Et on l'a vu, ça a coûté des points au Standard, comme William Balikwisha, Xavier. Ouais, c'est clairement. Et puis après, je trouve que Kawabe aussi, quand tu vois certains matchs, il a un peu plus d'expérience. Des fois, genre, il va chercher la faute quand le Start menait. Donc, il y a assez longtemps dans la saison, mais des fois, quand il met 1-0, qu'il reste pas trop, tu vois qu'il va chercher la faute, qu'il a plus d'expérience. Et au final, quand tu regardes depuis, genre, on va dire, j'exagère, mais presque 10 ans, c'est peut-être le milieu de terrain le plus décisif que le Standard a eu. Ouais, pour toi, c'est pas tirer un corner. Hein. Ouais, mais il marque des goals, il fait des passes décisives. Et un milieu de terrain qui est décisif, en Belgique, c'est quand même assez rare, hein, surtout au Standard. Ouais, c'est quand même assez. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu en as besoin, parce que ceci, c'est peut-être un des seuls milieux qui est plus ou moins capable de marquer un but. Ouais, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est extrêmement efficace et qui est peut-être le seul à pouvoir, je dirais, dans sa verticalité, voilà, chère à feu Dominique Donofrio. Évidemment, repose en paix, Dominique. Qui est capable de faire quelque chose. Tu vois, c'est pour ça aussi que là, je m'inscris en opposition. Ouais, moi, honnêtement, je suis d'accord avec tu vois, tu as besoin de quelqu'un qui est quand même là, qui sait te faire. Pour moi, il sait pas faire une différence. Ouais, sur phase arrêtée parce qu'il a mis un coup franc ou autre. Ouais, ok, c'est bien. Mais sinon, je suis désolé, quand tu dis comment dire, l'animation offensive. Tu dis qu'il y a rien, c'est mort. Mais ça part du numéro 10. Le numéro 10, pour moi, c'est le maestro. C'est lui qui doit te mettre cette passe. C'est lui qui doit déclencher ce truc. Et tu dis qu'il n'y a pas d'animation. Pour moi, ça part de là. Si Kanga, il est pas servi, ça part aussi de ton numéro 10. Le numéro 10, pour moi, c'est celui, déjà, il sait dribbler, il sait éliminer un joueur comme ça en un contre un. Il sait te mettre une qualité de passe, il sait faire ça. Et là, je suis désolé, Kawabe, il l'a pas du tout fait. Quand on regarde le match ici, il l'a pas du tout fait. Donc, c'est un peu Nîmes qui a tout fait dans la construction. Moi, ouais, mais t'imagines, c'est ton 6, quoi. Ouais, ou c'est ton 6 qui va participer à la création, ouvrir les espaces de jeu. C'est pas normal. Alzate qui va tout simplement faire ses fameuses transversales qui sont toujours très intéressantes, qui ne courent pas énormément. Physiquement, on sentait qu'il n'est pas à 100% du tout. Mais il fait quand même, je dirais, le travail dans la construction. Mais c'est vrai qu'effectivement, t'as besoin d'un 10. Ton 10, je suis désolé, c'est celui qui doit, par exemple, comme François disait, qui arrive à Skaren, mais c'est le profil d'un 10 qui doit être technique, qui doit, justement, comme il disait, ok, il est pas en forme, mais tu sais que ce joueur-là sait te faire cette différence. Je suis désolé, Kawabe, j'ai pas du tout cette impression-là. Ouais. Bon, allez, François, on arrête de t'ennuyer avec le Standard. On voit que tu t'ennuies là quand on parle de RSL. Moi j'écoute, hein, j'apprends des choses. Comme je t'ai dit, je suis pas trop le Standard, donc j'écoute, j'apprends sans regarder les matchs. Je connais un peu plus sur le Standard. Le RWDM, on va en parler maintenant parce que c'est vraiment ton point de vue je dirais, m'intéresse énormément. Ils ont viré Claudio Cassapa, évidemment, on l'a annoncé sur Twitter. Ça a été ensuite confirmé par le club bruxellois. Est-ce que vraiment, le fait de l'avoir viré, c'était la condition sine qua non pour éviter la relégation? Désolé. Moi, mon avis... Encore, désolé. Non, mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas, c'est non, bon. parce que je l'envoie vers toi chaque fois. Ah, mais ça va, il faut quasiment casser, là. Non, c'est que moi, mon avis, c'est que cette décision-là a été prise trop tard. Parce que si tu penses que le problème est chez le coach, tu aurais dû intervenir bien plus tôt, parce que là, il reste 5 matchs. Ouais. En 5 matchs, qu'un coach puisse apporter sa patte, ça va être compliqué. Ouais. Comme moi, personnellement, j'aurais dit ou bien on termine avec lui espérant que l'équipe se réveille, ou il y a déjà 3-4 matchs, cette décision aurait dû être prise parce que le nouveau coach doit devoir arriver. Si tu ramènes un nouveau coach, c'est pour ramener un nouveau style de jeu, on va dire. 100% d'accord. Et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps pour avoir des automatismes. Donc je pense pour moi, perso, c'est trop tard. C'est simplement pour peut-être faire plaisir aux supporters, mais c'est trop tard. Et une partie des supporters d'ailleurs ne seront pas présents du côté de Genk. Hein. Ils ont manifesté encore une fois leur mécontentement suite aux décisions qui ont été prises. Claudio Cassapa de son côté, lui, n'était pas très étonné de la décision. Il a pris acte et il était pas, voilà, il y avait pas de déception dans son chef. Mais maintenant, voilà, on se retrouve dans une situation où c'est Igor Decamargo qui n'a jamais été T1, qui va se retrouver à quasiment sortir la moulinette au niveau mental et au niveau moral pour permettre à ses joueurs de s'élever aussi. Cette configuration-là, bon, forcément, il faut un entraîneur. Le RWDM, on y reviendra dans Wait and See, est en train de chercher des entraîneurs. Il y a plusieurs profils, mais c'est quand même délicat. C'est pas, je dirais, vu la qualité qu'il y a du côté du RWDM, c'est pas ce destin-là qu'on attendait. Bien sûr que non. Et comme François le disait, par exemple, regarde une équipe comme Courtrai, qui a fait justement ces changements ici pendant la trêve hivernale,
mais justement, à tourner vachement mieux. Parce que ils ont recruté en fonction du nouveau coach. Ils ont fait le nouveau style de jeu. Ils sont passés à une défense à 4 avec le nouveau coach, à une défense à 3 avec les 2 Japonais qui sont arrivés. Franchement, il y avait eu du mieux. Ici, honnêtement, comme tu le dis, il y a de la qualité. T'as quand même un McTargay, t'as un Biron. Il y a plusieurs clubs de Pro League qui aimeraient bien avoir des McTargay et des Biron même qui sont plus hauts. Voilà, exactement. Voilà, la Gantoise qui voulait un Biron, tu vois. Mais qui a une équipe qui joue les playoffs 1. Donc, il y a de la qualité. T'as du Adelaide, le gars, comme un joueur Arsenal. Faut pas se le cacher. Après, je pense que défensivement, c'est un peu plus compliqué. C'était déjà le cas en première phase, ça reste toujours compliqué. T'as des joueurs comme Sampaio qui sacrifient tout. Son match était exécrable. Mais Faut ouais. que tu nous présentes ce joueur, parce que même moi, Sampaio, je pensais que c'était un cocktail à la base. Je te jure. Non, mais Sampaio, vraiment, c'est quoi? Je connais pas le joueur. Un joueur brésilien qui vient encore de toutes leurs filiales du Brésil, Botafogo et tout. Et on sait que le football brésilien, argentin et tout, c'est vraiment, mais comme McAllister, notamment aussi, qui vient d'Argentine à l'Union, c'est des joueurs, ils sont là, c'est des guerriers, mais frérot, tu peux pas faire ça ici en Belgique, t'as vu ce que t'as fait, le gars il est rentré dedans, genre coup d'épaule, t'as l'impression... Ça ne se siffle pas au Brésil. Ouais, peut-être ok, mais ici en tout cas... ça ne se siffle pas. Non, t'as des belles images là-bas. Hein. Ouais. Quand tu regardes le championnat brésilien, t'as des images, tu te dis waouh, les tacles, c'est un autre sport. Hein. C'est un autre sport. Ouais, c'est plus physique, effectivement. Et surtout, les arbitres laissent beaucoup plus jouer. Peut-être qu'il a pas encore compris. Non, il a pas encore compris ça, je pense, ouais, c'est ça. Voilà. Pourtant, il y a des qualités. Il y avait un beau mercato quand même, encore une fois, le petit Mathias Zegovia, qui est très très bon, qui est un Paraguayen prêté par Botafogo justement au RWDM, ailier droit de grosse qualité. Ouais, mais il y a de la qualité, enfin. Ouais, mais il y a de la qualité. Mais trop il y a de la qualité, ouais, mais la qualité, tu vas prendre des joueurs déjà dans des championnats qui sont, le foot est totalement différent. Ça prend du temps pour s'adapter. Quand tu as besoin de te sauver vite, tu essaies de prendre des joueurs qui jouent un football européen déjà, tu vois, qui ont déjà de l'expérience ici. Tu vas pas prendre le risque d'aller prendre un joueur au Brésil, paraguayen, qui a jamais mis ses pieds déjà dans un pays froid, de 2, qui a jamais joué le foot européen, et t'attendre que c'est lui qui va sauver ton équipe. Ouais, c'est clair. C'est clair. Que des joueurs comme ça, déjà encore te couper, des joueurs comme ça, tu les prends, mais sur le long terme. Des joueurs comme ça, c'est un joueur que je prends sur le long terme. La première année d'adaptation, deuxième année, confirmation. Pas maintenant en disant que c'est lui qui va faire la différence. Frédéric Swell aussi, alors, dans ce cas-là, qui est arrivé en provenance de Malines, très bon jeune joueur, d'ailleurs jeune belge de gros talent. Je trouve que c'est un beau profil, mais qui peut-être dans ces circonstances-là ne va pas progresser comme on l'attendrait. Pour un jeune joueur... Moi, je te rejoins. Non, pour un jeune joueur, la descente, c'est très difficile. Jouer la descente, pour un jeune joueur, c'est plus facile déjà d'apprendre dans une équipe qui tourne, avec des joueurs qui sont en confiance, que d'aller jouer le maintien avec des joueurs qui, faut se dire à un moment ou l'autre, les joueurs ont la tremblote. Hein. Ouais. Quand t'as les supporters avec des cagoules qui viennent à l'entraînement, t'inquiète pas que tu réfléchis à 2 fois avant. Avec les saquettes de leur fille. Voilà. tu réfléchis à 2 fois avant d'entreprendre un dribble, que tu le veux ou pas. Ça peut avoir un effet de boost pour des joueurs, des guerriers, ça va les réveiller, ils vont me donner un fond, mais pour des joueurs comme les ailiers qui ont besoin justement de cette folie, un peu de liberté, tu commences un peu, on va dire vulgairement, tu commences à te chier dessus. Ouais. Tu te dis, si je rate 1, 2, 3 dribbles, 4e dribble, il y a un mec qui m'attend devant ma voiture. Ouais, tout à fait. Tu vois, et pour un jeune, c'est pas un environnement sain. Ce qui se passe pour l'instant au RDM n'est pas un environnement sain pour un jeune joueur. Oui, c'est ça, parce que la performance contre le Standard n'avait pas été bonne du tout. Bon, ils prennent un point, alors que normalement ils auraient dû gagner ce match 1000 fois. Standard catastrophique dans cette rencontre aussi, même s'il y avait quand même du progrès, on en avait parlé la semaine dernière. Le match face à l'Antwerp, j'avais l'impression de revoir le Standard à Anvers en victime consentante. Toi, t'as un problème avec le Standard, toi. Non, parce que je regarde tellement les matchs du Standard qu'à un moment donné, le caca culotte, je connais, tu vois ce que je veux dire? Quand on se fait caca dessus, quelque part, excuse-moi de le dire, voilà, ça se voit tout de suite. Et sur le terrain, le RWDM est en train de ressembler au Standard à ce niveau-là. Ou en tout cas, au Standard, non pas de la victoire face à OHL, mais de ces dernières semaines. Mais c'est une équipe qui, quand tu regardes l'effectif, la qualité des Xavier Mercier, des McTargay, jamais on doit se retrouver dans cette Duomo, pour moi, c'est la révélation. Moi, ça me tue, en fait. C'est ça qui me tue. C'est que, comment tu peux, avec ce diamant-là, avec ces profils-là, faire ça, en fait. Tu vois, moi, je comprends pas. T'as des joueurs, intrinsèquement, t'as des effectifs qui sont bien moins forts. Je suis désolé de le dire, mais, j'ai regardé OHL. Excusez-moi, mais dans le milieu de terrain, Dom, Scravers, il est en vacances toute l'année. Non, Dom, c'est l'expérience, hein. Dom, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Ça n'a jamais été un grand joueur. Ouais. Mais partout où il a été, il a joué. Oui, mais. Il a jamais, parce que c'est des genres de joueurs que tu vas voir. 14e? Non, mais je veux dire. 14e au classement? C'est des mecs qui te font pas des mauvais matchs,
qui te font pas des bons matchs, mais qui Mais sont ils sont toujours là. comme ça. Oui. Ils sont constants. Tu sais que Dedon ne va pas attendre un dribble, va pas attendre ceci, cela, tu va pas attendre qu'il fasse la diff, mais tu sais à quoi t'attendre avec Mais lui. ce que je veux dire par là, c'est que même dans les milieux de terrain de Westerlo, les milieux de terrain d'OHL, etc., ils ont une mentalité où à un moment donné, ils arrivent à faire le switch en disant maintenant on va souffrir. Maintenant on va accepter qu'on souffre et on est une équipe de bas de tableau et quelque part on va jouer avec nos qualités et on va pas essayer d'être qui on n'est pas. Moi j'ai l'impression qu'au RWDM c'est ça le Non, problème en fait. Le vrai souci il est là. C'est qu'ils comprennent pas dans quelle situation ils sont et ils essayent de toujours jouer comme s'ils jouaient le haut tableau. C'est plus le cas, il faut se réveiller. T'as pas les joueurs pour jouer ce foot-là aussi. Hein. C'est un foot différent. C'est comme tu dis, des mecs comme Urundom ont beaucoup moins de qualité physique que ces gens-là, mais mentalement, c'est des bêtes. Ouais. C'est même en jeune, nous on connaissait ça bizarrement du côté flamand, quand on avait joué contre certaines équipes flamandes. Footballistiquement, c'était très faible, mais ils nous battaient. Pourquoi? Parce que simplement, c'était au mental. Ouais. Ils couraient pour chaque ballon, ils se battaient pour chaque ballon, et c'était pas un joueur, c'était toute l'équipe. Ouais. Et quand tu joues le bas de classement, malheureusement, tu as besoin de 11 joueurs capables de faire ça. De se battre pour chaque ballon qui... Et il n'y a Quand pas tu ça au joues- RWDM. Quand tu joues le bas de classement, honnêtement, t'en as plus rien à foutre de faire un passement de jambe, faire une belle action. Le plus important, c'est d'être efficace, récupérer le ballon, pas encaisser, et être dans les 16 mètres, être présent dans les 16 mètres. C'est ça que tu as besoin. Résumé donc, qui va être relégué? Le RWDM va-t-il aller en relegation? Non, je peux pas le Player, dire. Moi, va-t-il être moi relégué j'espère ou qu'RWDM reste, donc je peux pas le dire. Comment ça, tu peux pas le dire oui ou non? Non, pour moi, non. Parce Non. que moi, je suis bruxellois, donc je Ah, dirais... ok. Donc, je suis dis- bruxellois, donc je peux pas être objectif, quoi. C'est ça que Non, j'entends. moi, je suis bruxellois, je veux que l'Union soit champion, Ok. qu'Anderlecht soit deuxième, Voilà. et que RWDM reste... Saint-Gilloise gagne la Ligue des Champions. Non, voilà, non, ça. mais je veux dire que RWDM, Et c'est un Vincent club... Compagnie, la première ligue, évidemment. Ouais, mais chaque chose en son temps. On lui souhaite Non, wish mais you the c'est- best, Vincent. RWDM, c'est un tellement beau club que j'ai pas envie qu'il redescende parce qu'après, quand remonter, c'est une galère. Ouais. Quand tu descends, c'est une galère. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Que les équipes en bas, ça pousse aussi. T'as des Beveren, des Berske, tout ça. Dance qui arrive financièrement aussi, qui a l'air insolide. Les Japonais sont forts. Les Japonais sont prêts. Je sais même pas si C'est des Japonais singapouriens. Effectivement, C'est c'est ça. des Japonais, mais qui ont leur société à Singapour. Ça, et c'est des gens- propriétaires de- RWDM, ils ont tellement galéré, ils ont connu tant d'années sombres Ouais. que c'est leur première année. J'espère que ce sera pas la dernière année en D1. Ouais, compliqué. Quentin, un dernier mot sur le RWDM, relégué ou pas? Parce que évidemment, on a compris que François, nous a fait une sauce tomate ici. Non, relégué, je pense pas. Pas relégué. Non, pas relégué pour moi, parce que... Ils vont se sauver s'ils vont en relegation play. Ouais, Ok. parce que Ça va être compliqué. Les relegation play-down, ça va être compliqué. pour moi, ça sera Courtrai Eupen. Courtrai, Eupen Ouais. descend. Parce qu'ils ont Biron, Gay, Mercier, et c'est des joueurs qui, même s'ils sont deuxième des relegation playoffs, ils joueront contre le troisième de D2. Je pense ça, ils peuvent le faire parce qu'il y a toujours cette différence entre dire, ok, tu vas me dire, ouais, ceux de D2, ils auront la mentalité gagnant, ils vont tout donner et tout. Mais c'est pas cette ça, c'est mentalité-là, simplement mais ces équipes. Les pense équipes que- se valent maintenant entre bon, pas le bas de classement de D1B et la D1A, mais les équipes se valent maintenant. Les équipes, tu as bien vu, Ouais, ouais. toutes les équipes, Ouais. chaque fois, Ici, en c'était quoi? coupe et tout. C'était Serein qui est descendu comme ça ou qui est monté comme ça. Qui est monté, Les puis- relegation play-down, c'est que déjà les effectifs se valent, à part sur la DRED, mais le problème, c'est que quand tu as une saison entière, tu te fais et tu te fais menacer, rien ne tourne comme tu veux. Il faut pas croire que d'un coup, le week-end d'après, c'est bon. Mais ils ont mis la la barre beaucoup trop, et pour moi, tu montes, t'es promu, et j'ai l'impression ils étaient déçus parce que là, c'était un cas à un moment quand ils étaient genre 10e, 12e. Non, t'es promu, ben t'es 10e, t'es 12e, c'est bien, commence pas à t'emballer pour essayer d'être dans les playoffs 1. Non, chaque chose en son temps, tu vois. Il y a eu une pression malsaine qui a été Ouais, mise. pour moi, c'est clairement ça. Ils ont eu, je pense que le président a eu a eu une ambition trop grande et qu'il a fait passer aux supporters. Quand tu as un président qui te fait miroiter de l'argent par ceci, des investissements ceci, cela, Lyon va aider le club. En tant que supporter, toi aussi, tu t'attends aussi à avoir une belle saison. Que je pense qu'ils auraient dû dire, c'est la première année. Le plus important, c'est le maintien. Bien sûr. Et on va donner le dernier mot à Xavier, qui est évidemment l'expert avec le RFC Serein de la relégation. Donc lui, évidemment, doit savoir ce qui va se passer avec le RWDM. Vont-ils être maintenus ou pas? Tu as connu cette histoire pendant des années. Tu les as côtoyés dans un Et stade. puis ils se sont sauvés contre le 50 RWDM d'ailleurs. spectateurs, t'étais là. Et Tu ils faisais ont- partie des 50, Mais Xavier. ils ont empêché le RWDM de monter il y a 2 ans. Incroyable, incroyable. Mais oui, j'étais là au stade Voilà. aussi. Ah, On Ah, avait tu vois, vu. t'étais avec moi alors. Avec ton bonnet, ton écharpe, il était là, du RFC Serein. Ah, ouais, le RFC Serein. Mais oui, mais c'est bien. Et Il faut continuer. l'année prochaine, avec son écécharpe en première. Voilà. Allez, sérieusement.
Oui ou non? Relégué ou pas le RWDM? En fait, je pense que ça va être s'ils refont jouer peut-être ceux du début de saison, qu'au début de saison, ils avaient un super début de saison, je trouve. Ils perdaient des points de hasard et de jeu, mais ils jouaient bien, ils étaient 10e, un truc comme ça, comme Quentin disait. Et puis en janvier, ils ont fait, je crois, il y a 17 mouvements entrants et sortants, c'est trop. S'ils refont confiance un peu à l'équipe de début de saison avec le nouveau coach, je pense qu'ils se maintiendront. Mais après, s'ils font jouer tous les nouveaux qui sont pas habitués au championnat, qui, entre guillemets, n'ont pas forcément l'amour pour le club, eh ben, je pense qu'ils descendront. Voilà, et prochain sujet concernant la relégation, ce sera la semaine prochaine. Ce sera évidemment le Sporting Charleroi. Il sera grand temps de venir et de faire un gros bilan sur le Sporting Charleroi la semaine prochaine. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Wait and see. Évidemment, Wait and see, c'est votre journal sur les transferts. On vous a donné quelques petits insights. C'est la fin du mercato, donc on va vous donner 2-3 petits trucs. Mais voilà, c'est relativement léger. On espère que ça vous plaira, évidemment. Merci à vous d'être venu. François, un grand merci. Non, c'était avec plaisir. Hein. T'es toujours la bienvenue. Plaisir, hein. Voilà. T'es toujours la bienvenue, tu fais ici, tu viens, tu m'appelles, tu me dis je veux venir, j'ai des trucs à dire, tu es là, on décommande les autres pour toi. Voilà, on le fait. Voilà. Et surtout, dis-toi une chose, c'est que moi je pense beaucoup à ton frère, parce qu'il doit vivre des moments qui sont très difficiles. Perdre pour un gagnant comme Vincent Kompany, ça doit être tellement compliqué, tu dois certainement l'avoir eu plusieurs fois au téléphone, mentalement ça doit pas être facile. Non, c'est partie de l'apprentissage. Hein. Et aussi, il faut se dire ce qui est. Il savait déjà avant même que ça allait pas être facile. Niveau budget, je pense que c'est le plus petit budget ou le deuxième plus petit budget de la première ligue. Et quand tu as un effectif à toi, que ta ligne offensive vaut le prix du bas gauche de l'équipe adverse, ça devient compliqué. Ouais. Que l'Angleterre, c'est pas comme le gouffre financier est tel que le problème, si tu vas avoir des joueurs, si Vincent va avoir des joueurs de première ligue, il sait pas ce qu'il achète dans le championnat. Voilà. Un joueur moyen de première ligue, c'est direct 15-20 millions. Ouais. Ils ont pas cet argent à dépenser, donc ils savaient déjà quoi. Ils savaient que ça allait être compliqué, qu'il allait devoir faire du bricolage. Oui, en espérant aussi que les propriétaires de Vincent Kompany ne le lâcheront pas alors qu'il a signé un contrat jusqu'en 2028. Ça, on verra bien, mais en tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage. Parce que je pense pas, parce que ça faisait partie du projet. À la base, Burnley n'était pas censé. Ils avaient un projet sur plusieurs années. C'est un plan qui sont en avance sur le programme. Ouais. Donc financièrement, ils savent pas encore assumer la première ligue. Voilà, il a fait acheter quand même des transferts qui sont intéressants, le petit Assignon, le petit Maxime Estève. Il y a de la qualité. Les joueurs qui sont arrivés du côté de Burnley pourraient quand même leur aider à aller grappiller des petits points. C'est le but. De là à aller chercher le maintien en PL, moi je ne me prononcerai Ça sera compliqué, mais bon. Ouais. Tout est possible. On a bien vu avec la Côte d'Ivoire, donc. On verra bien. On verra Tout est bien. possible. Scénario. Bah, on verra bien. En tout cas, on croise les doigts. Et Vincent, tu pourras lui dire, vous êtes toujours le bienvenu ici dans le clubhouse. Quentin, merci. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours plus de dynamisme. Toujours plus de Toujours dynamisme. plus de puissance. Exactement. Et toujours plus de Charleroi. Du coup, on va rigoler. Ah, Allez, on va bien s'amuser avec Charleroi. Xavier, merci. Avec plaisir. Bisous au bébé comme Oui. d'habitude. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve évidemment la semaine prochaine dans le Clubhouse Football Time. Merci à vous de nous avoir suivis. Le like, on n'oublie pas pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci. Et puis surtout, dites-nous si vous avez des idées d'invités ou des gens que vous voulez voir dans le Clubhouse. Tac, ça se passe ici dans les commentaires. On attend vos conseils et vos retours. Ciao, ciao!